Salut Séverine, Salut Gaël. je suis ravi d'enregistrer aujourd'hui avec toi un bel épisode d'Aventure humaine. On va plonger dans ton parcours, on va parler de reconversion, on va parler de nutrition, préparation mentale. Avant de plonger, je te propose de te présenter s'il te plaît. Alors, je suis Séverine Durin, je suis diététicienne nutritionniste et prépa mentale. J'ai 2 enfants qui sont grands maintenant, qui ont 20 et 17 ans. Voilà, je suis mariée avec Nicolas qui est kiné et qui fait du cross triathlon. Donc c'est une version nature du triathlon et c'est un peu par ce biais-là que j'ai commencé à me former à la prépa mentale. Voilà. Ok. Et donc la diététique pour moi c'est une reconversion professionnelle. Donc, Tu faisais quoi avant ? je travaillais dans l'export, donc ça n'a absolument rien à voir. C'était plaisant parce que voilà, je parlais 3 langues vivantes après mon bac et j'avais envie de ça. Et en même temps, j'étais passionnée par tout ce qui relevait de la santé et de l'alimentation en particulier. Donc j'ai profité de mon congé parental pour saisir l'occasion et faire un truc vraiment pour moi, quoi. Après combien de temps en tant que salarié ? Je travaillais 7-8 ans quand même. Ok. Voilà. Et t'as attaqué du coup par quel biais tu t'es formé Oui, j'ai fait Ouais. donc j'ai fait des études à distance, hein, donc pour commencer. Puis après j'ai fait des vrais stages dans des vrais hôpitaux, donc pas à distance. Ok. Voilà, et donc j'ai eu un BTS diététique. Et ensuite, une fois que tu as ton diplôme, c'est comme j'imagine pour toutes les professions, tu choisis des formations professionnelles tout au long de ta carrière pour essayer de te spécifier pour quelque chose, quoi. Donc, je ne sais pas comment je me suis dirigée vers l'hypnose thérapeutique. Franchement, j'en ai aucune idée parce que j'avais un a priori. Concernant l'hypnose ? Oui, concernant l'hypnose, j'avais l'impression que c'était un truc un peu paranormal, en fait. Je me demande pourquoi je me suis inscrite à ce truc-là. Et en fait, quand je me suis assise, déjà, il y a une fille qui venait aussi, qui était diète pour moi, parce que c'était une formation qui était destinée aux diététiciens. Mhm. Et puis, qui s'assoit à côté de moi et qui me dit « Ah, ça va être génial, on va ouvrir nos chakras. » Et là, je me suis dit « Mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais là ?» et en fait, quand le formateur est arrivé, il a commencé à nous parler de neurosciences. Ah. Et là, je me suis dit « Je sais pourquoi je suis ici. » C'est bon. Heureusement qu'il l'a dit tout de suite. Et voilà, et ça a été super. Et malgré tout, je me sentais pas hyper à l'aise avec cette pratique. Et donc, par le biais de la pratique sportive de mon mari, je me suis dit qu'en fait, les exercices d'hypnose que je faisais avec mes patients au cabinet, je pouvais les adapter bien sûr pour la pratique sportive. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'on faisait, c'était de la prépa mentale. Donc, je me suis dit, mais non, là, il faut que je me forme vraiment à la prépa mentale parce qu'il doit y avoir d'autres techniques. Et en fait, du coup, aujourd'hui, les outils de prépa mentale, je les utilise en consultation de diététique. Voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'apporte la prépa mentale dans tes accompagnements autour de la diététique ? De la surprise. De la surprise parce que souvent, quand les gens viennent en consultation diététique, bien souvent, alors c'est aussi pour régler des problèmes de maladies digestives, mais souvent c'est pour des histoires de perte de poids. Mhm. En tout cas de mal-être avec son poids, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et on attend de moi quelque chose de préconçu, c'est-à-dire combien je dois manger, de quoi, de quel aliment, quelque chose de très rigide. Très scientifique, c'est ça, de très rigide, cadré. c'est-à-dire Ouais. quelque chose qui est en dehors de la réalité humaine. C'est voilà. Qui est au final beaucoup plus naturel. Beaucoup plus naturel et beaucoup plus souple. Et donc voilà, mon travail, c'est d'essayer d'apprendre aux gens ou de réapprendre. Oui, moi j'aime bien cette partie rééducation. À se reconnecter à ses besoins, au fait que manger c'est un acte qui est naturel. Et de sortir du cadre rigide des yakas et des faucons, parce que c'est comme ça justement qu'on surajoute des problèmes de poids. Et du coup, la prépa mentale, ça apporte des exercices surprenants, parce qu'on n'attend pas ça de moi. Et ça apporte de la flexibilité, de la fluidité, une autre façon de présenter les choses. Donc tu adaptes à chaque fois. Donc aujourd'hui, tu as un cabinet. Oui, j'ai un cabinet, oui. Donc tu reçois des patients. Oui.
Et en fonction de leurs problématiques, de leur personnalité, de leur organisation, tu adaptes. C'est ça, c'est un jeu de questions-réponses un peu. Et puis je propose des exercices, des réflexions, d'essayer ceci ou cela. J'essaie d'apporter de la fluidité dans leur vision de ce que devrait être la diététique, alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Souvent, la diététique, c'est associé à la restriction, alors que c'est absolument le contraire, quoi. Voilà. Donc tu ramènes... tu fais aussi avec les... Tu fais que avec des adultes ? Non, non, il y a aussi des enfants ? Oui, j'ai des enfants, oui. Je fais partie d'un réseau qui s'appelle Préo, ou Repop, ça dépend de la région dans laquelle on se trouve. C'est un réseau de prise en charge de l'obésité pédiatrique. Donc voilà, donc effectivement, j'ai des ados, des petits, des enfants. Mais alors pour ce qui est des petits, bien sûr que je leur parle à eux, mais c'est aussi à leurs parents, puisque le but c'est aussi de ramener les parents dans leur rôle. Vous êtes là pour éduquer vos enfants aussi à l'alimentation, à la découverte du goût, à la découverte de comment ça pousse les aliments. Oui, c'est ça. De comprendre ce qu'on mange, ça aide beaucoup à pas manger n'importe quoi. Je vois bien je vois bien ce rôle-là avec Robin, effectivement. Et en combien de temps, en moyenne, on a besoin, ça prend cette rééducation? Ça dépend. Ça dépend vraiment de chacun. Il y a des gens qui ont des histoires avec leur poids qui datent de leur naissance quasiment. Donc voilà, le temps qui les a amenés à consulter, à se dire en fait ce que j'ai fait jusqu'à présent, ça n'a pas été productif. Au contraire, ça fait que m'amener à penser à mon alimentation H24. Il y a des gens qui me disent, mais moi je me lève le matin en pensant qu'est-ce que je vais manger à midi, et que si je mange ça va pas être bien, et que j'aurais dû manger ça hier, et qu'en fait, ils sont obsédés par leur alimentation. Pas dans un sens positif, du coup. Donc voilà, donc pour eux, ça peut être ça dépend. J'allais dire, pour eux, ça peut être un peu plus long, et en fait, non, c'est pas vrai. Ça dépend vraiment des gens. Et à la différence, donc le côté accompagnement avec les sportifs de haut niveau, les triathlètes, là, c'est sur une durée, en fait, ou c'est par rapport à des objectifs? Non, c'est l'entraînement mental, c'est comme l'entraînement physique. Hein. Tu t'entraînes pas 2 jours avant la compétition pour te dire ouais, je vais être super performant. Là, c'est pareil. C'est des petits exercices. C'est comme tout. La diététique aussi, ça s'apprend par un jeu d'essais-erreurs. C'est de dire voilà, en fait, quand j'ai tel comportement, je me rends compte qu'en fait c'est pas très productif parce que derrière je me sens mal. On peut peut-être réajuster un peu ça. L'idée c'est pas de faire un demi-tour complet, hein, mais de faire un petit se réaligner, de faire un petit basculement à l'intérieur de ses pensées, un tout petit truc. C'est pour faire une comparaison avec le sport, parce que du coup avec les sportifs c'est ça. Quand tu tires une flèche, des fois au départ, la flèche, elle est décalée d'un micron, mais sauf qu'à l'arrivée, qui est 300 ou 400 mètres plus loin, la distance, elle peut être de 10 mètres. Et sur... donc, au moment où tu t'installes en cabinet, qu'est-ce qui a été est-ce qu'il y a eu des étapes ou tu aurais eu d'autres options? Pourquoi tu as choisi ce mode-là d'indépendance? Pour l'indépendance, justement. Pour faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, comme je veux. Parce que sinon, tu aurais pu être disons dans que le monde cabinets, hospitalier, ça peut être à l'hôpital aussi, les diététiciens. Mais, en tout cas, mon expérience pendant les stages, ça n'a pas été super agréable dans le sens où pour faire bouger quelque chose, il faut... il faut prévenir tout le monde, et même les gens qui se fichent complètement de ce que je raconte dans mes consultations. Donc c'est une machine lourde et ça avance peu. Et puis finalement, il y a un revers aussi, c'est que à l'hôpital, on va dire que le patient ne paye rien. Donc le niveau d'engagement il est pas très grand, alors qu'en consultation, quand tu payes ta consultation, tu t'es engagé par rapport à ce prix-là, quoi. Donc ça paraît fou, mais les résultats sont différents, sont en cohérence, Et est-ce qu'il y a eu comment on fait pour du coup trouver ces patients une fois qu'on est installé? Il y a du bouche. En tout cas pour moi, ce qui marche le plus, c'est le bouche à oreille. Après, il y a des petites choses. Hein. Tu as un agenda en ligne que tout le monde connaît et où les gens qui ne te connaissent pas peuvent aller là.
Donc le bouche à oreille, pour moi, ça a super bien marché parce que j'ai eu la chance au départ d'avoir les bons patients, enfin, tu vois, ceux qui étaient réceptifs à ceux que je leur racontais. Je ne sais pas dans quel sens ça se produit, mais voilà. Et donc, ça a été une bonne chose. Et puis, c'est sûr qu'aussi, par rapport aux sportifs, le fait d'avoir, on va dire, un pied dedans dans le fait que, voilà, je côtoie beaucoup de triathlètes, enfin, de cross-triathlètes en particulier. Donc, voilà, mon mari, il est quand même connu dans ce monde-là. Donc, c'est quand même super pratique, c'est clair. Hein. Après, je fais une émission de radio une fois par mois. Oui. Donc, j'ai une chronique dans une émission sur une radio locale. Hein. J'habite à Vienne, donc c'est une radio, c'est Croc Radio, 89.5 FM. Voilà. Et c'est une émission qui s'appelle Le Local de l'Étape. Et dans cette émission, donc une fois par mois, j'ai une chronique qui s'appelle Diète éthique, en 2 mots. Mmh. Et parfois, on me propose des sujets, on me demande. Donc, le prochain sujet, ce sera sur le jeûne, par exemple. On me demande, voilà, c'est la mode, hein, chaque année, les résolutions du début d'année. Voilà. Et donc là, cette fois, je vais parler du jeûne. Donc, en ce moment, je suis en train de lire les 114 pages du rapport de l'INSERM concernant le jeûne pour savoir... Tu te documentes, évidemment. Je veux parler des faits. Des faits scientifiques. Ça n'empêche que parfois on me demande aussi mon avis propre parce qu'évidemment j'ai une perception de ça aussi, mais qui m'est personnelle. Et voilà, mais mon but c'est quand même de présenter des faits qui sont scientifiques et objectifs. Oui, un minimum. Donc voilà. Donc et comment tu as eu cette opportunité? À pur hasard, le présentateur de l'émission locale de l'Étape fait du triathlon. Donc voilà, de fil en aiguille, comme ça, quoi. C'est... Donc, si je reprends un petit peu, tu me dis que c'est du hasard, mais en fait, c'est parce que tu t'es concentré sur des spécificités. Les choses s'alignent. Et tu n'as pas cherché à ce que tout le monde soit tes clients. Tes patients. Non. Tu as anglais, évidemment, par ce parcours. Et est-ce que tu as avec ce que tu as apporté, par exemple, et testé avec ton mari, tu as vu un avant et un après dans ces résultats? Tu as vu, ou dans son bien-être ou dans... Alors, ça, c'est lui qui peut le dire, mais oui, en tout cas, pour les sportifs avec lesquels je travaille le plus souvent... Oui, il parle de plaisir de la pratique, d'être capable d'aller au-delà d'une certaine douleur physique qui est induite par l'entraînement et d'une certaine lassitude, de trouver, d'aller chercher du plaisir là-dedans, de comprendre comment on se fixe des objectifs, comment on les saucissonne pour que ce soit plaisant et motivant. Voilà, et puis moi, je le couple tout le temps avec de la diététique, parce que parfois, j'ai des gens qui viennent me voir, des sportifs qui viennent me voir pour faire de la diététique et éventuellement, donc bien sûr je leur propose des exercices de prépa mentale mais intégrés à ma pratique de diététique et éventuellement ça peut leur donner envie de faire de la prépa mentale intégrée à leur sport. Ouais. Et puis parfois j'ai des sportifs qui viennent pour faire de la prépa mentale mais eux je les plie absolument à la diététique parce qu'en fait ils viennent dans une démarche de performance et il n'y a pas de performance sans bonne alimentation. Donc je les plie gentiment. Hein. Voilà, ce que je veux justement c'est de la souplesse et ça, c'est super plaisant d'avoir la sensation de vraiment les accompagner. C'est vraiment une démarche à 360, c'est holistique, c'est global. Exactement. Et donc là, ça fait combien de temps que tu t'es installée? Donc en diététique, depuis 2011, j'ai mon cabinet. Ok. Et depuis 2019, je fais de la prépa mentale. Et dernièrement... ça fait quelques mois. Tu as aussi des accompagnements en ligne? Oui, j'ai des accompagnements en ligne en fait que j'ai préparés pendant le confinement. Eh oui. Donc j'ai mis des choses en ligne. Oui, voilà. Et maintenant, j'essaye de m'occuper à diffuser ça. C'est pas moi, mon boulot, c'est de la diététique. C'est ça qui me passionne et la prépa mentale. Et franchement, diffuser des trucs sur les réseaux, c'est une plaie pour moi. Mais voilà, j'ai compris que c'est un moyen de... C'est un moyen de, en fait, valoriser... De pouvoir aider plus de gens, de pouvoir, toucher plus de monde, et pas forcément des gens qui sont dans ma portée géographique. Et là, par contre, en ligne, ça concerne quelle cible? Donc, j'ai 2 programmes. Il y en a un qui s'appelle Diète éthique en ligne. Et là, c'est plus...
comme je te disais, de la rééducation post-régime. C'est des... Et tu penses que si on est dans ce schéma-là, tu penses qu'on peut être autonome si j'enchaîne les régimes, si j'enchaîne, si j'ai des troubles et des effets néfastes, on va dire, dans mon alimentation, est-ce que je peux m'en apercevoir? Est-ce que je peux les régler par moi-même? Tu peux t'en apercevoir, c'est sûr. Les régler par toi-même, je ne sais pas, parce que tu sais, souvent on s'enfonce dans un comportement qu'on a toujours eu. Et oui. Donc le but de l'accompagnement, justement, c'est d'arriver à sortir de ça, de cette spirale que tu répètes sans arrêt, comme ça, de ces schémas qui finalement te mènent à rien, quoi. Et donc, dans l'accompagnement en ligne, dans la formation... Oui, puis c'est pas en ligne tout seul. Hein, c'est pas en ligne tout seul. C'est pas en ligne tout seul. Il y a un vrai accompagnement, oui. D'accord. Donc, on peut, comme on en a conscience, on peut être attiré et dire, OK, en fait, je me prends en main et je vais plus loin. Par contre, du coup, c'est en ligne pour aller... dépasser les frontières du département. Moi, j'ai envie aussi d'avoir des contacts avec les gens. Enfin, c'est ce qui me plaît aussi dans ce métier. Donc, si c'est pour vendre un truc, ça m'intéresse pas de vendre un programme et c'est tout. J'ai envie d'avoir des contacts avec les gens, de les voir évoluer, puis d'être capable de les aider. Parce que d'avoir un support, c'est une chose. Mais moi, j'ai écrit des choses. C'est ça. Puis moi, j'ai écrit des choses dans ce programme qui me paraissent à moi être limpides. Mais parce que je travaille là-dessus tous les jours. Alors, c'est sûr que les gens qui arrivent là-dedans avec leurs idées déjà préconçues de ce que leur alimentation devrait être et que moi, je leur dis quasiment le contraire. Enfin, pas quasiment. Des choses qu'en fait, ils savent intuitivement. Mais en fait, on leur a appris l'inverse, quoi. Ouais. Et ça, ce programme, il est sur combien de temps? L'idée, c'est d'accompagner les gens, donc vraiment, un véritable accompagnement pendant 6 mois. Après, bien sûr, il y a une disponibilité de ce qu'ils ont acquis tout le temps. Il y a pas de... Et puis, l'avantage, c'est que c'est comme je te dis, le support est en ligne. C'est une plateforme donc, qui accueille mon programme et ça me permet d'y aller régulièrement. Donc là, par exemple... les diététiques, c'est une science humaine, hein, ça évolue régulièrement. Et notamment pour les sportifs, on apprend des choses, par exemple sur les produits énergétiques, les choses étaient comme ça il y a 10 ans. Et maintenant, on sait des nouvelles choses, on utilise d'autres produits. Donc, ça me permet de faire évoluer le support au fil des choses qu'on apprend. Oui, de le mettre à jour. Oui, c'est ça. Et puis, je sais pas, un jour, je vais... Je sais pas pourquoi, des fois, j'ai une idée de me dire, tiens, cet exercice, ça pourrait être sympa. Je l'essaye donc en consulte, je me rends compte que ça marche et puis je fais un audio pour rajouter sur mon programme. Donc ça, c'est super cool, quoi. C'est en permanence en itération. Oui, exactement. Ouais, c'est en évolution, ça bouge, puis il y a des choses qui sont plus vraies, donc je peux les enlever. Des choses que je relis en me disant mais pourquoi j'ai écrit ce truc, c'est incompréhensible. Et puis c'est l'avantage aussi de pouvoir avoir de contact avec les gens, c'est que parfois j'ai des gens qui me disent là je comprends pas trop ce que tu as écrit. Donc dis-moi ce que tu comprends pas. Je voudrais. Des fois je leur demande faites le bête. Je veux pas que vous forciez à comprendre. Je veux que ce soit clair, quoi. N'allez pas chercher un dictionnaire. Si vous comprenez pas, c'est que c'est de ma faute, quoi. C'est que je peux améliorer. Et le tourner autrement. Et le deuxième programme, lui, il est un peu plus pour les sportifs. Le deuxième programme, il est plus pour les sportifs. Il s'appelle Nutri, Nu-Tri. Donc, c'est principalement pour les triathlètes, mais c'est pour les sportifs d'endurance. Donc, voilà, c'est... Ok, merci beaucoup. Oui, donc on reprend. Et du coup, le deuxième programme, lui, il est un peu plus ciblé pour les sportifs? Oui, c'est ça, pour les sportifs d'endurance. Donc, il s'appelle Nutri. Donc, ça porte un petit nom triathlète, mais parce qu'au départ, c'était pour eux que j'avais imaginé ça. Et donc, pour les sportifs d'endurance, parce que c'est une pratique qui me plaît plus que des sports d'intensité ou des sports... comme de type judo à catégorie de poids, tu vois, où parfois la demande, elle correspond pas toujours à des nécessités de santé. Qui correspondent avec, on va dire, ta déontologie. Oui, c'est ça, j'ai envie d'apporter de la souplesse dans la pratique. Et puis, en plus, les sportifs, c'est des gens qui peuvent être très disciplinés, rigoureux. Et c'est pas la peine d'apporter une pression supplémentaire sur l'alimentation. L'alimentation, ça
on va dire, ça te fera jamais gagner des secondes sur ton chrono. Mais en revanche, ça peut t'en faire perdre beaucoup si tu la négliges. Eh oui. Donc voilà, c'est voilà, il s'adresse à tous les triathlètes qui, peu importe la distance et peu importe leur. Oui. Tac. On parlait des enfants triathlètes. Ouais, mais je sais pas si ça, je sais. Si, je pense. Ouais, je repars sur une autre question. Parce que donc toi aussi, tu fais du triathlon. Oui, moi aussi, je pratique un peu, mais enfin voilà, j'ai un niveau de loisir, quoi. Je m'amuse. Tu t'amuses. Oui, je m'amuse. Mais tu t'entraînes quand même. Oui, je m'entraîne régulièrement. Je m'entraîne toutes les semaines. Donc voilà, ça me permet d'être au contact aussi des triathlètes et de leurs attentes, de leurs questions. Et voilà, ça me permet aussi de nourrir mon programme, pour le coup, de réponses aux questions qu'on me pose souvent. Et vos enfants aussi, du coup? Oui, tous les deux. Ils en font tous les deux. Et là, ils sont plutôt compète ou... Mon fils, oui, il est plutôt compétition. Donc, tu vois, en triathlon, il y a la D1, la D2, etc. Donc, plusieurs niveaux, oui. Oui, plusieurs niveaux. Donc, notre club est en D1 depuis cette année. Donc là, il est encore jeune, parce qu'il a 16 ans, donc il va pouvoir intégrer le box U23. Donc c'est tous les gens qui ont moins de 23 ans et qui ne sont pas censés concourir dans ce niveau-là, et pouvoir se frotter, aller aux bergères, enfin des super triathlètes, quoi. Donc, ouais, c'est des super expériences pour lui. Donc oui, il est plutôt dans cette catégorie-là. Et puis ma fille, elle fait ses études supérieures, donc elle est vraiment cross-triathlon. C'est quoi, du coup, vraiment la différence? La différence entre... Donc, tu sais, le triathlon, c'est donc une partie de natation, ensuite du vélo de route et une course à pied qui est bien souvent sur une route et effectivement sur un circuit fermé en bitume, quoi. Ouais. Alors que le cross triathlon, c'est la version nature de ça. Donc, c'est nage en eau libre. Ça peut être à la mer comme dans un lac, enfin peu importe, des eaux chaudes ou froides, des eaux vives en tout cas. C'est du VTT et c'est du trail. Donc, il y a beaucoup plus de dénivelé, c'est des chemins. Il y a des endroits où, par exemple, tu peux arriver, ça monte tellement que tu as une corde, quoi. Donc, oui, presque une via ferrata. Pas exagéré non plus, ça reste une course à pied. Non, mais voilà. Donc, et puis, les temps de course peuvent être aussi longs, voire plus longs, même si les distances sont plus courtes. D'accord. Et tu t'entraînes où, par exemple, pour l'eau vive? Toi, tu fais du triathlon, nous, voilà, à Vienne, cross? Oui, nous à Vienne, on a donc il y a le plan d'eau des Roches de Condrieu. Okay. Donc, dès que la saison le permet, on va s'entraîner là. Sinon, le reste de l'année, on s'entraîne à la piscine. Ok. Il faut quand même avoir une technique de nage avant de se balancer à la flotte. D'accord. Et du coup, je sais pas, en compétition, en aventure, ça vous a amené à aller jusqu'où? Alors ça, c'est super aussi parce que ça nous permet de voyager en famille. Donc, mon mari a fait plusieurs fois les championnats du monde à Hawaï. Ok. C'est juste génial. Enfin, je me rappelle, les enfants étaient petits et ils nous voyaient parler anglais. Waouh! Ils devaient se dire, mes parents, ils font de la magie, quoi. C'est super. Combien de fois vous êtes allés? À Hawaï, on y est allé 5 fois. Wow. Voilà, donc cette année, les championnats du monde, ils sont déplacés. Donc, ce sera pour la 2e fois à Molveno, en Italie. Donc, ce sera fin septembre. Voilà. Okay. C'est super chouette. Donc, les Dolomites, c'est vraiment très, très beau. Et puis, on va aller aussi cette année à Ibiza, au mois d'avril. Donc là, c'est pareil, parce que tu sais, il y a 2 fédérations. Donc, il y a la fédération française, la fédération internationale de triathlon, pardon. Et puis, et la fédération française aussi, bien sûr. Et puis, il y a une fédération à côté qui s'appelle Xterra. C'est comme tu as peut-être entendu parler de Ironman, c'est un label en fait. C'est un label, une Xterra, c'est pareil. Donc, il y a les championnats du monde de Xterra et les championnats du monde de cross triathlon qui sont sous l'égide de la fédération, la fédé de triathlon. Donc, il y a à la fois les championnats du monde de triathlon et les championnats du monde de Xterra. Mais c'est vrai qu'en cross triathlon, Xterra, c'est super coté, quoi. Donc voilà, non, ça nous amène à nous déplacer, même en Europe. On va en République tchèque,
En Belgique, cette année, on fait un bon European Tour. Génial. Ouais, c'est super. Bientôt, il vous faudra un van. On en a un. Vous faites tous en van? Ouais. Non, on dort pas avec dedans, mais les vélos accrochés. T'imagines qu'avec les 4 voire 5 vélos dedans, les roues de rechange et les sacs de sport, il n'y a plus de place. Donc, ça demande beaucoup de matériel? Faut investir dedans? Ça demande... Pour la natation, tu n'as besoin de rien. Oui. Ne serait-ce qu'une combi de natte, donc c'est déjà un bon investissement. Mais autrement, je veux dire, pour toute l'année, globalement, tu n'as pas besoin de grand-chose. Et puis après, oui, le vélo. Puis en VTT, on casse pas mal de matériel. Hein. Donc, Mais vous êtes sponsorisé? Vous avez des partenariats? Alors, mon mari, donc Nicolas, fait partie d'un team qui s'appelle Exatri. Donc, dans ce team, il y a Arthur Forissier, qui est cette année vice-champion du monde de cross-tri, de Xterra d'ailleurs. Voilà, Théo Duprat, Ségolène Lebron, enfin voilà, ils font tous du cross-tri à bon niveau. Et voilà, donc ils ont des sponsors qui vont démarcher eux-mêmes. Ok. Et du coup, c'est ça qui est drôle, les résultats sont individuels, mais il y a un club et une équipe. Les résultats sont individuels, oui. Maintenant, il y a des formats où tu peux faire des triathlons en relais, donc par équipe. D'accord, en équipe. Okay. Mais non, là, globalement, le triathlon, c'est un sport individuel. Mais l'entraînement, c'est toujours une question d'équipe. Hein. C'est grâce aux copains, c'est que tu vas t'entraîner, que tu t'entraînes avec eux, que tu progresses. Enfin, le but, c'est de se tirer vers le haut. Donc, voilà, on le voit bien au club. À Mac 3, les jeunes le jour où il en manque un, c'est pas pareil, quoi. Ils ont plus de difficultés à se dire quand bah oui, je sais que mes copains ils y vont, on y va, quoi. Et ça représente quoi comme volume d'entraînement? Toi, tu t'entraînes combien de temps? Moi, je m'entraîne beaucoup moins, mais par exemple, pour mon fils ou pour mon mari, c'est entre 15 et 20 heures par semaine. Et toi? Moi, je vais nager 2 fois par semaine, donc 2 fois, une fois 1 heure, une fois 1h30. Mais bon, cette année, les conditions, depuis le Covid, les conditions de natation sont un peu particulières. Je fais du vélo entre 1 ou 2 fois par semaine, donc environ 2 fois 2 heures, quoi. Ça dépend des semaines, hein, du temps que j'ai, et je cours entre 2 et 3 fois. Ok. Donc, voilà. Oui, donc c'est un peu moins que, mais quand même. Oui, c'est un peu moins que. Oui, c'est beaucoup moins que. Ça demande une bonne organisation. Pour moi, ça a commencé parce que j'emmenais mes enfants. Donc, je voulais pas faire le taxi pour rien. Donc, du coup, quand je me trouvais sur les entraînements, je me retrouvais avec d'autres parents et qui voulaient pas faire le taxi pour rien non plus. Donc, on a commencé par ramener nos baskets et puis après nos vélos. Et puis après, on s'est dit, bon, de toute façon, maintenant qu'on est à la piscine, nageons. C'est pour ça qu'il y a le coin des parents. Exactement. Voilà. Et du coup, c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage, en fait. Et tu parlais d'ultra, d'athlètes ultra distance. Est-ce que tu accompagnes d'autres disciplines ultra hors triathlon? Non, ultra non. Mais j'ai des cavaliers. C'est assez intéressant du coup parce qu'on parle beaucoup des émotions, du calme. Et quand on a des animaux qui rentrent en jeu, c'est encore plus intéressant. Et tu vas te faire une formation en équicoaching bientôt. Non. Non, c'est intéressant aussi de pouvoir faire de la prépa mentale avec des sportifs dont on ne connaît pas le sport. Ouais. Voilà, c'est vrai que quand je fais de la prépa mentale avec des triathlètes, je me sens en terrain connu. Et pour t'améliorer. Disons que je comprends, voilà, quand ils me disent, bah ouais, tu vois, dans la transition, j'ai ça et ça à faire, oui, je vois bien de quoi ils me parlent. Quand le cavalier me parle de son assiette, bon, maintenant je sais ce que c'est, mais ouais, moi je vais te parler de ton assiette aussi. C'est pas la même. Non, c'est pas la même. Donc ouais, non, c'est super intéressant. Donc j'ai des cavaliers, j'ai un jeune homme qui fait de l'escalade. Voilà, puis j'ai des entrepreneurs aussi qui sont des sportifs d'une certaine manière, mais voilà, des entrepreneurs qui au départ sont venus parce c'était des triathlètes et qui se sont dit mais attends, ça m'intéresse dans mon équipe professionnelle, quoi. Et du coup, tu interviens aussi pour leur équipe. C'est ça. On parle de communication, de gestion de stress. Oui, du stress, de l'anxiété. On parle de la connaissance des émotions, voilà. Ok.
Donc peut-être du repos. Un troisième programme aussi. Non, voilà, j'ai vraiment la sensation. Il faut que tu les fasses vivre. Oui, et puis j'ai la sensation que ce que je fais bien, c'est comme je te disais, cette rééducation, rééducation ou éducation alimentaire. Il y a des gens qui ont besoin de passer par des programmes divers et variés de restrictions alimentaires pour faire leur chemin et se rendre compte qu'en fait, c'est pas ça qui marche. Et puis, il y en a d'autres qui sentent intuitivement que non, c'est pas. Ils n'ont jamais fait de régime et ils se disent non, s'il faut que je prenne soin de mon alimentation, c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse, quoi. C'est difficile, tu sais, quand toute la journée, t'entends à la radio il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Oui, il y a des messages. Acheter ça, ça va être hyper facile. J'ai entendu un truc l'autre jour J'étais avec ma fille, quand on a vu la pub, ça nous a fait rire parce qu'en fait, c'est des petites gommes minceurs. Et ils te disent, quand vous en prenez 5 ou 6, ça vous coupe l'appétit. Bah, moi aussi, quand je mange un paquet de Haribo, après, j'ai plus faim, en fait. Donc, j'ai trouvé ça super drôle. Et par exemple, qu'est-ce que tu penses y a un acteur qui est très, très, très visible aujourd'hui en termes de compléments ou je sais pas, feed. Tu vois ce que c'est? Des bars... Oui, feed, ça me parle, mais je vois pas de quel acteur tu me causes. Feed, c'est un acteur une marque c'est pas vraiment du complément, mais c'est pour manger l'équivalent d'un repas en une seule barre. Alors, moi, je connais autre chose. Je vois pas de quoi tu me parles là précisément, mais je sais qu'il y a un cuisinier qui a fait on va dire, une espèce de soupe à reconstituer. Où effectivement, ça se veut autant de calories qu'un repas complet, quoi. Et en gros, feed, aurait pu aller jusqu'à faire un comprimé avec l'équivalent. Calories nutritionnelles, je ne sais pas, je mets des pincettes, mais ils se sont arrêtés, ils ont pas fait les comprimés parce que il y avait la sensation de satiété n'était absolument pas activée, donc on avait quand même faim. Tu veux que je te donne mon avis là-dessus? Vas-y. J'aime pas trop débattre contre, je préfère parler pour, c'est toujours mieux. Et enfin, comme je te dis, ce que j'aime faire, c'est rapporter les choses au naturel. Donc là, on s'en éloigne complètement. On s'éloigne des besoins. Manger, c'est pas que des besoins physiologiques, c'est pas que des calories, des vitamines et des choses comme ça. Ça couvre aussi du plaisir et de la satisfaction. Et moi, franchement, manger des bars, oui, voilà. Surtout en France. Manger des bars, ça a rien de plaisant. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, je trouve pas ça plaisant. Je trouve pas ça en relation avec la santé. J'ai pas encore activé. Et je suis très très repas et partage et resto, donc c'est sûr que. Oui, c'est ça. Des fois, quand on a des règles qui sont tellement, comme je te disais, il y a qu'à Faucon. Il faut pas. Du coup, on se coupe de la relation avec les autres pour des histoires de poids. Ça arrive plein de fois. Quelles ont été... Est-ce que tu as des transformations qui ont été tellement incroyables ou des changements de... Alors, j'ai une anecdote. Des programmations Ouais, j'ai une anecdote, mais c'est pas des changements incroyables. Enfin, les changements incroyables, ça arrive à la télé, j'ai l'impression. Tu vois, c'est... En tout cas, des changements physiques incroyables, j'ai l'impression que ça arrive à la télé. Okay. Mais des changements de pensée, tu vois, de mode de pensée, oui, ça m'arrive d'en voir. Je sais pas si le mot incroyable, ça s'applique bien à ça, mais tu vois, j'ai suivi donc pendant un certain temps une dame qui me dit, c'était une de nos dernières consultations, elle me dit « Ah, mais vraiment, je suis contente, j'ai complètement changé mon rapport à l'alimentation, je suis plus obsédée par ce que je mange et je mange de tout et nanana et je me sens libre. » Enfin bref, j'ai eu la sensation de l'avoir amenée là où je voulais. Et puis, donc, en fin de consultation, elle commence à me dire « Ah bah, j'ai une de mes copines qui suit un programme comme ça. » Et donc, je lui dis « Ah bon, et elle mange quoi ?» Elle me dit « Franchement, elle mange rien. » Elle me dit « Mais alors, elles font comme neige au soleil, mais qu'est-ce que je l'envie ?» Je la regarde, je dis « Mais vous rigolez ?» Je dis « Vous venez de me dire que vous étiez hyper contente. » Et bon, voilà,
conversation s'est un peu terminée comme ça, parce que bon, j'avais des contraintes horaires et puis elle aussi, elle devait partir. Et puis je l'ai revue il y a quelques temps après, en bas de mon cabinet. Et puis elle me dit que cette conversation vraiment a été pour elle hyper marquante, parce qu'elle me dit, je me suis rendu compte à quel point mon schéma de pensée était ancré en moi et à quel point elle allait plus vite que mes nouvelles habitudes. Oui. Et elle m'a dit, ça m'a éveillée au fait de faire, d'être vraiment attentive. Non, ma recommandation, c'est d'arrêter de faire attention pour commencer à se donner de l'attention. Tu vois, oui, mais en tout cas, consciente. Oui, ça lui a permis de se rendre compte à quel point. Elle me dit, en fait, on se l'était déjà dit, mais elle me dit, je l'avais jamais expérimenté à ce point-là. Elle me dit, là, je me suis rendu compte qu'en fait, ma réflexion habituelle, même si elle s'était éloignée un peu de moi depuis 1 an environ, elle était revenue en un claquement de doigts, alors que j'y pensais pas. Elle me dit, je le pensais pas au moment où je l'ai dit. C'est incroyable, hein. Donc, c'est comme quand c'était incroyable. C'est comme quand on parle de communication non violente, qu'on est formé, et qu'on se traite de tous les noms dans notre petite voix, dans notre tête, et que on est très violent avec nous au final. Okay. Et vers où en tout cas quel est le futur, on va dire, de ta profession, de ton domaine? Qu'est-ce que tu vois qui peut se passer, qui va arriver? À quoi fais-tu attention? Enfin, il y a ce que j'aimerais qu'il se passe. Oui. Ce que j'aimerais qu'il se passe, c'est que, tu sais, les recommandations qu'on voit à la télé, manger 5 fruits et légumes, etc., qu'au lieu de donner ces recommandations-là, on fasse aussi, ou alors, pas au lieu, mais peut-être qu'en même temps, on fasse aussi taire ou s'amoindrir toutes les pubs de « prends ça, tu vas maigrir, fais comme ça, achète tel repas, minceur, tu vas voir, ça va être génial », les avant-après. Qu'on arrête de vendre des céréales qui ne méritent pas des bons scores, des bonnes notes avec... voilà, c'est de mélanger la santé, le bien-être public avec des intérêts financiers. Ça, c'est ce que j'aimerais. Et voilà, en même temps, j'aimerais aussi que... on se rende compte à quel point la diététique, ça peut être une médecine préventive. Aujourd'hui, en France, la politique de santé, elle est curative. Et c'est très bien, c'est une vraie chance. Et en même temps, on pourrait s'épargner d'en arriver là en accentuant le côté prévention. Et la diététique, c'est vraiment ça. C'est à la fois de la prévention, du soin, et la guérison dans certains cas. Donc... et peut-être qu'un accompagnement, il y a certaines personnes qui sont vraiment en besoin d'avoir des consultations diététiques, mais qui financièrement n'en ont pas les moyens, et peut-être qu'un accompagnement, ce serait sympa pour eux, quoi. Et toutes les allergies, toutes les gluten, les choses comme ça là qui arrivent et qui, j'ai l'impression, explosent. Tu penses que c'est parce que justement il y a pas cette conscience, je pense que c'est multifactoriel, hein. Déjà, le fait de vivre dans une société, enfin dans un environnement qui est quand même de plus en plus pollué, que on mange de plus en plus de produits ultra transformés, que la qualité alimentaire, elle a quand même beaucoup changé. Elle a peut-être tellement changé qu'elle est peut-être plus adaptée, ou notre corps n'est pas adapté à cette nouvelle façon de manger, qui a hyper évolué en très peu de temps, enfin, à l'échelle du temps planétaire et de notre échelle à nous. Il y a de ça, et puis il y a aussi le fait que d'avoir des allergies, entre guillemets, enfin, ou des pseudo-allergies, je ne sais pas comment il faut le dire, même si ça démontre peut-être un besoin d'être pris en charge, enfin, d'appartenir à quelque chose, et c'est une façon peut-être de donner de l'attention à son alimentation. Ouais, je vois. Après, voilà, ça. En tout cas, en ce qui concerne le gluten, il faut avoir une certaine vigilance, parce que le gluten, c'est une protéine, donc si tu la retires, c'est des protéines en moins. Et en même temps, ça te permet aussi de diversifier ton alimentation sur d'autres choses. Le revers, c'est qu'il y a quand même aujourd'hui une grande variété de produits industriels sans gluten, et du coup, tu reviens sur les mêmes... tu ajoutes à la perversité du truc, tu te soignes pas vraiment, quoi. Ouais, c'est vraiment un cercle vicieux. Si on n'en sort pas... Oui, c'est ça. C'est sans fin.
d'essayer de prendre un peu du recul sur son alimentation, de la souplesse. Quelles sont les quelques habitudes peut-être de préparation où est-ce que toi tu fais tes courses, comment vous cuisinez, quels sont les est-ce qu'il y a des temps de cuisine, de partage qui sont un petit peu le b.a.-ba dans votre foyer? Alors, j'ai envie de te dire oui et non. Dans le sens où moi, c'est un truc qui me plaît. Je m'approprie un peu. Ça a du sens pour moi. Tu vois, j'ai l'impression de nourrir ma famille avec des majuscules partout. Tu vois, ça, c'est cool. Ça me donne un super sentiment d'utilité, d'efficacité personnelle. Enfin, j'en sais rien. Okay. Ça me gratifie moi-même. Je suis contente. Voilà, quand mes enfants, ma fille, elle fait ses études donc dans un peu plus loin de chez nous. Donc, quand elle rentre et qu'elle me dit « Ah, j'ai envie de manger ça », ça me fait trop plaisir de le préparer pour elle, quoi. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et puis oui, je fais des courses. J'ai de la chance d'habiter dans un village où il y a plein de choses à portée de main. J'ai un primeur, j'ai un boucher qui est meilleur ouvrier de France. Donc, on achète peu de viande. Mais ce qu'on achète, c'est hyper top. Ouais, voilà, c'est ça. On a un fromager, on n'en achète pas beaucoup non plus, mais quand on en achète, c'est juste délicieux. Ah là, tu me taperais sur les doigts alors, parce que j'achète beaucoup de fromage. Ben oui, mais franchement, tu sais qu'il y a une saison pour les fromages. Oui. Donc voilà, oui, j'ai cette chance, voilà, d'avoir un primeur tout près. Après, je fais comme tout le monde, hein, je vais au supermarché pour acheter. Le reste. Je m'amuse pas à aller chercher des papiers toilettes au supermarché et puis pas en profiter pour acheter, tu vois, des yaourts et des choses comme ça. Mais voilà, j'essaye d'acheter les aliments les plus bruts possibles. Et puis ça nous arrive aussi de manger une pizza du camion. Tu vois, c'est. Oui, mais c'est une pizza du camion. Donc, oui, c'est rare. J'allais dire c'est rare qu'on mange une pizza surgelée, mais je suis en train de me dire qu'on n'est peut-être jamais mangé. Mais bon, bref, peu importe, ce serait pas très grave. Hein, tu vois, c'est des fois ce que je dis, tu vois, pour détendre un peu certaines personnes qui sont hyper catastrophées quand elles ont mangé un truc qui, ah bah mon Dieu, fallait pas manger ça. Je leur dis mais si vous mangez au fast-food toute la semaine et que le dimanche, vous faites un petit repas avec des petits haricots verts, un petit filet de poisson, vapeur, sans rien, sans ci, sans ça, ça sert à rien. Mais du coup, quand vous mangez bien toute la semaine, avec une bonne attention, que vous mangez varié, etc., et si le week-end, vous mangez n'importe quoi, franchement, ça va... C'est rien, hein, c'est... Quand, une fois de temps en temps, oui. Oui, mais c'est ça, c'est d'avoir ce recul et de se dire, bon, j'ai foutu un repas en l'air, il y a la journée déjà pour rétablir les choses, et puis il y a les 2-3 jours qui sont là, et puis il y a la semaine, enfin, tout va bien, quoi, c'est... Et pourtant, tu vois, c'est... Moi, je le conscientise un petit peu. J'ai l'impression que je fais, et nous faisons collectivement beaucoup moins de gueuleton. Comme je disais avant, moi, quand j'étais enfant, tous les week-ends, c'était des gros repas de famille très lourds. On restait à table pendant 5, 6, 7 heures. Et aller au resto pendant 2-3 heures, c'était courant. Prendre un entrée, plat, dessert, la trilogie, tout ça. J'ai l'impression qu'il y en a beaucoup moins qui font ça. Moi, le premier. Tu observes pas des changements Non, pas vraiment. Non, pas... Je pense que ça dépend vraiment des familles. Après, il y a aussi, tu sais, des familles qui mangent à l'extérieur, ou en tout cas d'alimentation, on va dire, surgelée, industrielle, un peu toute la semaine. Peut-être après, j'observe pas vraiment ça dépend vraiment de chacun, quoi. Ok. Voilà, très intéressant. On aura pris vraiment approfondi tout ce domaine, parce que c'est vrai que pour vivre des aventures, pour se lancer dans des projets, ça demande de l'énergie, ça demande d'être prêt, d'être en forme. Donc c'est sûr que c'est important et c'est sur le long terme, quoi. En tout cas, moi, en changeant de boulot, tu vois, j'ai pas l'impression que ça m'a demandé de l'énergie, mais que ça m'en a donné. Ça me plaît tellement, tu vois, que c'est... Oui, parce que t'étais aussi
étais aussi porté par l'entourage et... oui, c'est sûr. Tout... J'ai un environnement qui est facilitateur. C'est sûr. Tout ça te portait. Génial. Merci beaucoup, Séverine. Merci J'ai à toi. encore quelques petites questions, on va dire, en dehors de cette verticale. Si tu pouvais prendre un café avec la personne de ton choix, encore présente sur Terre ou pas, qui choisirais-tu? Certainement ma grand-mère. Ouais. Pour qu'elle me donne des recettes. Des bonnes recettes. Ouais. Pour rigoler un peu, c'est... Tu penses que ta reconversion est liée à son parcours, à sa personnalité? Ils ont certainement contribué, mes grands-parents d'une manière générale. Moi, le mercredi après-midi, je le passais dans le jardin de mon grand-père à ramasser des haricots. Enfin, à le regarder ramasser des haricots, plus et à les exactement. écouter après. Ça, c'était ma grand-mère. Voilà. Et puis ensuite, pendant les grandes vacances, mes grands-parents qui habitent à côté de chez moi m'emmenaient chez mes autres grands-parents qui habitaient à Avignon. Et je passais un mois avec eux. Et oui, ma grand-mère, petite, elle me disait « Mange, tu seras grosse et belle comme mamie. » Voilà, j'ai entendu ça. « Tu seras grosse et belle comme mamie. » Je l'ai entendu tellement de fois. C'est ancré. Ouais. Ça vient de là aussi. Je vois bien ce que tu as vécu avec ta grand-mère. Nous aussi, on préparait. C'était important. Et est-ce que tu aurais une ressource à nous partager, livre, film, série, Alors, quelque chose en rapport un petit peu avec tout ce dont on a pu parler? Oui, j'ai un bouquin que j'ai lu il n'y a pas longtemps qui s'appelle « De l'autre côté du miroir ». L'auteur, c'est Catherine Grandjean. Et donc, ça parle d'une jeune femme qui a des soucis avec l'image de son corps et qui fait la connaissance de plein de gens Elle se rend compte qu'ils s'en fichent complètement. Enfin, voilà, c'est un peu la découverte qu'elle se prend la tête. Elle est la seule à se prendre la tête, en fait. Donc, ça décomplexe. Ouais, c'est un livre sympa. Ouais. Super. À qui aimerais-tu que l'on tende le micro prochainement et que l'on pourrait du coup avoir à ta place sur Aventure Humaine? En parlant de reconversion, peu importe. Peu importe. Une belle aventure humaine. Ah, il y a plein de gens à qui je pense. Je pense à des sportifs. Vas-y. Les sportifs justement du team Exatric ont plein de choses à raconter, parce que ça, c'est une super aventure de se lancer dans un team sportif et de pouvoir de chercher des sponsors, parce qu'aujourd'hui, vivre de son sport en France, c'est quand même super compliqué, en dehors de Mbappé. Oui, il y a quelques tennisman et compagnie qui s'en sortent pas mal aussi, mais les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Il leur faut souvent une vie professionnelle à côté. Et ouais, ce serait sympa d'avoir les gens du on prendra team quelques numéros, avec plaisir. Un très très grand merci. Merci J'ai adoré beaucoup notre à toi. conversation. Oui, moi aussi. Merci beaucoup, Gaël. Merci Séverine, à bientôt. À bientôt.